Excellences, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'histoire de l'orthodoxie, religion majoritaire dans les principautés de Moldavie et de Valachie, témoigne de l'héritage de la civilisation byzantine dans les pays roumains, mais aussi de l'influence de l'Empire ottoman, de l'Autriche et de la Russie. L'orthodoxie roumaine au XVIIe et XVIIIe siècle est inséparable de l'histoire politique, géopolitique et culturelle de l'Europe du Sud-Est, mais évidemment aussi de l'Europe centrale et orientale. Alors évidemment, force est de constater que l'histoire de l'orthodoxie à cette époque et dans ces régions est trop souvent méconnue en Occident, et Hervé Asquin l'a souligné tout à l'heure. Elle est pourtant essentielle pour l'histoire, bien entendu, des religions, des institutions ecclésiastiques et politiques, mais pour aussi l'étude des structures théologico-politiques et, évidemment, l'histoire des idées et des mentalités en Europe. Alors, un premier point, rapidement, la diversité confessionnelle dans les principautés roumaines. La principauté voisine, la Transylvanie, est généralement présentée comme une région d'Europe centrale de tradition multiconfessionnelle, multiculturelle, influencée par l'Autriche et la Hongrie, tournée vers l'Occident, Vienne et Rome. 4 religions y bénéficiaient du statut de religion reçue, le catholicisme, le calvinisme, le luthéranisme et l'unitarisme, c'est-à-dire les antitrinitaires. Et l'orthodoxie était quant à elle la religion tolérée, le système également des 3 nations à la diète de Transylvanie, à savoir les nations magyares, saxonnes et sicules, à côté des Roumains, témoignent aussi de cette diversité. À cela, il faut évidemment ajouter, à partir du début du XVIIIe siècle, les uniates, bien entendu. La Moldavie et la Valachie, dominées par l'orthodoxie, sont quant à elles considérées souvent comme des principautés du sud-est de l'Europe, plutôt tournées vers l'Orient, les Balkans, le patriarcat de Constantinople et la Turquie ottomane. Et les Carpates, qui séparent la Transylvanie des principautés de Moldavie et de Valachie, forment ainsi la frontière historique et confessionnelle entre le monde latin et grec. Mais évidemment, l'histoire ecclésiastique dans ces principautés montre au contraire la complexité de tout cela et que, évidemment, il faut nuancer ces considérations préalables, bien entendu. Alors, en ce qui concerne la diversité confessionnelle tout d'abord, notons ce que l'historiographie roumaine appelle le prosélytisme catholique et calviniste au XVIIe et XVIIIe siècle dans les principautés moldaves et valaques. Notons évidemment aussi la présence de l'islam en Dobroudja, à l'est de la Valachie, depuis le XIVe siècle, et celle du judaïsme au nord de la Moldavie, surtout, notamment en Bucovine, comme dans la fameuse ville, bien entendu, de Czernowtz, en roumain, Czernowitz. Les principautés constituèrent aussi un refuge pour les lipovènes, ce que l'on appelle aussi les vieux croyants, c'est-à-dire ces communautés orthodoxes russes qui refusèrent au XVIIe siècle les réformes en matière liturgique du patriarche de Moscou et qui provoquèrent d'ailleurs un schisme, le fameux Raskol avec Moscou. Ces schismatiques fuirent la Russie et se réfugièrent pour un grand nombre d'entre eux au XVIIe et XVIIIe siècle dans le nord de la Moldavie, en Bucovine et en Dobroudja. Mentionnons aussi les fameux Gagaous, chrétiens orthodoxes turcophones, dont les origines font l'objet de diverses controverses entre les historiens roumains et bulgares. Ces Gagaous ont émigré au départ de la Dobroudja pour s'installer dans le sud de la Bessarabie à la fin du XVIIIe siècle et surtout, bien entendu, au début du XIXe siècle, après l'acquisition de cette région par la Russie en 1812. Donc, en conclusion de ce premier point, les régions à l'est des Carpates connaissent dès lors une diversité religieuse importante également, dominée certes par l'orthodoxie grecque, mais aussi marquée par la présence du catholicisme, du protestantisme, de l'islam et de communautés parfois importantes issues du judaïsme. Alors, deuxième point, je dirais le principal, les métropoles de Moldavie et de Valachie et les relations avec Constantinople. Le prince Dimitri Cantemir évoqua les questions confessionnelles dans ses écrits.
comme surtout dans son célèbre ouvrage, bien entendu, Description de la Moldavie, paru en latin en 1716. Et il y décrit le statut de l'Église de Moldavie dans la partie consacrée à la situation ecclésiastique, au chapitre 2, sur la direction de l'Église. Et citons le fameux passage qui fit d'ailleurs couler beaucoup d'encre à propos de l'histoire de l'Église orthodoxe roumaine, en latin, Ceterum metropolita Moldaviae in ecclesia orientali singularem quandam alisque negatam dignitatem gerit, etc. Selon Cantemir, en réalité, dans ce passage qui est assez long, le métropolite de Moldavie bénéficiait dans l'Église orientale d'un statut spécifique. Mais il n'avait pas le titre de patriarche. Il n'était soumis à aucun autre patriarche au sein de la communion. Il devait recevoir la bénédiction du patriarche de Constantinople, mais n'était pas élu ou démis de ses fonctions par ce dernier. Le métropolite n'était en outre de Moldavie, donc, n'était soumis à aucune procédure de vote de la part de Constantinople, comme le prévoyaient les procédures canoniques en ce qui concerne les autres métropolites. Alors le commentaire de Cantemir est intéressant, bien entendu, quant au statut des principautés et surtout des métropoles roumaines au début du XVIIIe siècle. Cantemir évoque en réalité une forme d'autonomie ecclésiastique. Au XVIIIe siècle, la métropole de Moldavie est d'ailleurs généralement considérée comme indépendante, jouissant d'un statut comparable à celui de l'église d'Okride, l'ancien patriarcat bulgare, et de l'église autocéphale de Chypre. On comprend que cette citation est régulièrement évoquée d'ailleurs dans l'historiographie roumaine afin de souligner l'autonomie de facto des métropoles roumaines à travers les siècles, bien avant, bien entendu, l'acquisition de l'autocéphalie, c'est-à-dire l'autogouvernement ou l'autonomie canonique complète d'une église locale, autocéphalie qui a été acquise par l'église orthodoxe roumaine, bien entendu, au XIXe siècle seulement. Alors, rappelons que l'orthodoxie roumaine s'est développée dans un environnement slave hérité de l'influence du premier empire bulgare médiéval au IXe et Xe siècle, lorsque les pays roumains furent placés sous la juridiction du patriarcat bulgare d'Okride. C'est au XIVe siècle que les métropoles roumaines furent véritablement établies en tant qu'église sous la juridiction canonique de Constantinople. La première métropole roumaine, que l'on appelle Dongro-Valachie, fut fondée au XIVe siècle, en 1359, avec son siège au départ à Curtea de Argeș, et le siège métropolitain fut transféré d'abord à Târgoviște et finalement à Bucarest en 1668. La métropole de Moldavie fut créée quant à elle à la fin du XIVe siècle à Suceava et fut reconnue par Constantinople en 1401. Elle fut transférée à Iași, au début du XVIIe siècle. Et signalons aussi que les éparchies orthodoxes de Transylvanie, cette fois, furent mises sous la juridiction de la métropole de Valachie en 1595, même si cette question fait l'objet de discussions parmi les historiens et pose un certain nombre de problèmes. Alors, une première remarque est importante en liaison avec ce que dit Cantemir, c'est que les deux principautés roumaines ne firent pas partie d'un pachalik dans l'Empire ottoman. Les orthodoxes des principautés ne furent donc pas intégrés stricto sensu dans ce qu'on appelle le millet orthodoxe, le Rum millet, sous la juridiction du patriarche de Constantinople, à savoir l'ethnarque. En réalité, le millet signifie en turc nation, mais comprenait l'ensemble évidemment des populations orthodoxes de l'Empire. Il ne s'agit donc en rien d'une nation au sens contemporain du terme. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs en ecclésiologie orthodoxe une nation aphilétique, c'est-à-dire sans connotation ethnique ou raciale. Alors donc, les principautés de Moldavie et de Valachie furent dirigées par des princes roumains sous la domination turque, les fameux hospodars. Et puis, bien entendu, lors de l'arrivée des Phanariotes, on a eu des Grecs donc, de la bourgeoisie constantinopolitaine. Et cette indépendance politique, mais aussi dès lors ecclésiastique, au sein de l'Empire turc, fait d'ailleurs aujourd'hui la fierté des Roumains. Les Roumains rappellent très fréquemment ce statut spécifique, effectivement, des principautés de Moldavie et de Valachie au sein de l'Empire ottoman, en disant qu'il y a là donc une exception par rapport aux autres populations des Balkans, comme les Serbes, les Grecs, les Bulgares, etc., qui dépendaient directement
de l'autorité de l'ethnarque et donc, par conséquent, de la porte ottomane. Alors, on peut ainsi comprendre les remarques de Cantemir relatives au statut de l'orthodoxie en Moldavie au XVIIe et au début du XVIIIe siècle, mais donc insistons sur le fait que les deux métropoles roumaines ne jouissaient évidemment pas du statut d'autocéphalie stricto sensu, comme ce fut le cas de l'ancien patriarcat médiéval d'Okride et bien sûr de l'église de Chypre, dont l'autocéphalie, bien entendu, remontait au temps des premiers conciles. Mais les métropoles roumaines dépendirent canoniquement de Constantinople jusqu'au XIXe siècle, même si, évidemment, donc, elles bénéficièrent d'une autonomie de facto tout à fait substantielle en tant qu'institution ecclésiastique dans le cadre des principautés roumaines. Les métropoles roumaines n'apparaissent d'ailleurs pas dans les diptyques de Constantinople, à savoir les listes de préséance des églises autonomes autocéphales. Notons aussi que ce qui restait d'ailleurs des autocéphalies des autres patriarcats dans les Balkans, à savoir surtout le patriarcat de Peć, le patriarcat serbe, et le patriarcat d'Okride, le patriarcat bulgare, furent d'ailleurs donc supprimés définitivement, respectivement en 1766 et 1767. Et donc, bien entendu, il faudra attendre le XIXe siècle pour assister à la fondation des églises véritablement autocéphales dans une conception nationale du terme. Et dans le cas de la Roumanie, ce sera évidemment le cas en 1885. Alors, troisième point, très brièvement, et qui fait l'objet d'une littérature immense, bien entendu, dans l'historiographie roumaine, c'est tout simplement le développement de la culture roumaine et en relation avec l'histoire de l'orthodoxie. Bon, quelques points, bien entendu, très rapidement. L'orthodoxie roumaine au XVIIe et XVIIIe siècle va jouer, bien entendu, un rôle extrêmement important et aura même un rayonnement jusqu'au Proche-Orient. Alors, citons parmi d'autres deux princes qui contribuèrent particulièrement à l'essor des principautés et des métropoles ecclésiastiques, le Moldave Vassile Lupu et le Valaque Mihnea III, grand amateur de théologie. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on va assister à une hellénisation du clergé roumain et qui va se renforcer à l'époque des Phanariotes. Et donc, on va aussi assister à un développement de l'usage du grec au détriment du slavon traditionnel. Et cette hellénisation a eu pour résultat paradoxal de permettre finalement l'essor du roumain. Processus évidemment essentiel pour l'histoire des pays roumains et surtout pour l'histoire de la langue roumaine. Alors, il faut préciser que dans le monde orthodoxe, l'usage des langues vernaculaires, comme on dit dans la liturgie, constitue, et de nos jours encore, une question très sensible, parce qu'évidemment, c'est un phénomène lié aux identités nationales. Et il faut le dire, le cas des métropoles roumaines au XVIIIe siècle est à ce propos particulièrement exemplaire. Le roumain commença en effet à s'imposer dans la liturgie et la littérature, notamment au départ des centres épiscopaux et des monastères, donc dès le XVIIe et donc au XVIIIe siècle. L'imprimerie connut un développement important dans les principautés, dans les centres monastiques. La traduction en roumain, qui je rappelle est toujours écrit en cyrillique à cette époque, la traduction en roumain donc des écritures et des ouvrages religieux fut essentielle pour le développement de la culture roumaine. Citons surtout le Nouveau Testament d'Alba Iulia de 1648 en Transylvanie et évidemment la Bible de Bucarest de 1688. Évoquons notamment l'ouvrage de liturgie publié en roumain à Bucarest en 1680 par le métropolite de Valachie, Théodos, sous le titre Liturgher Slavo-Român. Alors, des ouvrages furent édités en grec à Iași en Moldavie, des livres religieux en grec et en arabe furent également imprimés au monastère de Snagov, près de Bucarest. Et donc, on peut dire que de manière générale, les XVIIe et XVIIIe siècles connurent évidemment un rayonnement remarquable de l'orthodoxie roumaine, et on ne peut pas éviter de citer les fameux monastères de Moldavie, bien entendu, de Humor, Moldovița, Neamț, Putna, Sucevița et Voronezh, pour bien entendu ne citer que les plus célèbres. Autre point à ce sujet, au XVIIIe siècle sont apparues les différentes théories relatives à la latinité du peuple roumain. Alors, ce fut surtout le cas en Transylvanie, sous la domination des Habsbourg, au sein de l'école transylvaine, la Scola Adriană,
appelée aussi l'école latine, donc mouvement dirigé surtout par des personnalités issues de l'Église gréco-catholique. Et le thème de la latinité fut développé principalement par les Uniates en Transylvanie pour souligner l'originalité du peuple roumain à côté des trois nations magyare, saxonne et sicule. Mais la latinité du peuple roumain fut également développée dans les principautés moldaves et valaques. Le slavisme ancien, hérité de l'environnement culturel et ecclésiastique bulgare, fut considéré comme un obstacle à l'émancipation des Roumains. La défense de la latinité eut pour objet de s'opposer aussi à une certaine forme d'orthodoxisme traditionnaliste véhiculée par la culture slave environnante. Alors, bien entendu, la défense de la latinité des Roumains constitua un élément fondamental dans le cadre du développement des Lumières, mais bien entendu, ce sera un thème qui sera largement exploité au XIXe siècle et au XXe siècle dans le cadre des luttes d'émancipation nationale roumaine qui menèrent donc, notamment à l'union des fameuses Moldavie, Valachie et Transylvanie en 1918. Alors, un quatrième point à propos de l'Autriche. Et là, évidemment, il y a tout un domaine qui mérite une attention particulière et qui est fort peu connu, à savoir finalement le statut des communautés orthodoxes dans l'Empire des Habsbourg. Alors évidemment, l'évolution géopolitique en Europe orientale au XVIIIe siècle, dans les territoires qui étaient anciennement ottomans et situés aux confins de la Pologne et de la Russie, a eu des répercussions essentielles quant au statut même des orthodoxes qui se retrouvèrent désormais dans l'Empire des Habsbourg. Pensons bien entendu à la Transylvanie, on en a parlé. Pensons à l'Olténie, à l'ouest de la Valachie pendant la période autrichienne du traité de Passarowitz au traité de Belgrade en 1739, et aussi, évidemment, à la fameuse Bucovine annexée lors du traité austro-ottoman de 1775. Alors, au XVIIIe siècle, les orthodoxes de l'Empire des Habsbourg dépendirent de la métropole de Karlovic, l'actuelle Sremski Karlovci, en Voïvodine, en Serbie. Alors, cette métropole fut fondée dès les premières années du XVIIIe siècle, et le siège de Karlovic fut reconnu comme centre métropolitain sous la juridiction canonique du patriarcat serbe de Peć, et ceci en 1710. Et donc, la métropole serbe de Karlovic devint autocéphale dans le courant du XVIIIe siècle, même si c'est une question aussi qui pose des débats. Elle fut reconnue en tant que patriarcat par Constantinople au siècle suivant. Suite au traité austro-ottoman de 1775, les orthodoxes, maintenant, de Bucovine, du nord, c'est-à-dire de la région de Czernowtz ou Czernowitz, dorénavant dans l'Empire des Habsbourg, vont être mis également sous la dépendance de Karlovic en 1785. Les orthodoxes de Bucovine furent ainsi séparés, si vous voulez, de la métropole de Moldavie depuis la deuxième moitié du XVIIIe siècle, en réalité jusqu'en 1918. L'occupation par Vienne du nord de la Moldavie provoqua d'ailleurs aussi un certain déclin des monastères orthodoxes roumains. En 1783, Joseph II, mais également l'Église orthodoxe de Transylvanie, cette fois, sous la juridiction de Karlovic. Donc Karlovic a pris une importance de plus en plus considérable au niveau de ses juridictions dans l'Empire des Habsbourg, non seulement pour les Serbes, évidemment, mais aussi pour les Roumains, qui se situaient donc dorénavant dans les territoires nouvellement soumis aux Habsbourg. Au XIXe siècle, la métropole de Czernowitz, qui va devenir autonome, sera appelée également à jouer un rôle de plus en plus important. Elle recevra sous sa juridiction les évêchés orthodoxes de Dalmatie. Et Czernowitz, donc de Dalmatie, c'est-à-dire là dans une région tout à fait différente sur la côte dalmate. Et Czernowitz aura alors sous sa juridiction des orthodoxes des régions qui dépendaient de Vienne, et finalement, on pourrait dire, disons, de la Cislétanie, tandis que la métropole serbe de Karlovic aura pour juridiction les orthodoxes de Hongrie, c'est-à-dire, en d'autres termes, de la Translétanie. Et ajoutons, pour être complet, même si on déborde un petit peu sur le XIXe siècle, que, évidemment, les orthodoxes de Transylvanie, qui relevaient de Karlovic,
vont dépendre d'une métropole de Transylvanie qui sera fondée par le métropole roumain Andreu Șaguna en 1864 à Sibiu, donc Hermannstadt. Les orthodoxes roumains de Transylvanie, donc à partir de ce moment-là, vont avoir leur propre métropole autonome ou autocéphale. C'est aussi un sujet qui fait débat au XIXe siècle. Et alors, pour être tout à fait complet, c'est bien entendu lors de la restructuration de l'Église orthodoxe au lendemain de la Première Guerre mondiale que toutes les métropoles et toutes les éparchies, disons, roumaines vont être réunies au sein de l'Église orthodoxe roumaine, c'est-à-dire de Moldavie, de Valachie, de Transylvanie, mais également donc de Bucovine, de Bessarabie et de Dobroudja. Et l'Église orthodoxe roumaine donc deviendra patriarcale en 1925. Alors, un dernier point sur la Russie, bien entendu. La proximité de la Russie fut essentielle en ce qui concerne l'orthodoxie dans les principautés moldaves et valaques, en raison de l'expansion de l'Empire russe dans le sud-est et de la diplomatie russe depuis Pierre le Grand. Donc la Russie eut pour objectif en matière d'orthodoxie surtout de ramener à l'orthodoxie les fameux uniates unis issus de l'union de Brest-Litovsk de 1596 dans les régions frontalières avec la Pologne, également de poursuivre les vieux croyants schismatiques lipovènes dont j'ai parlé tout à l'heure, et de mener, bien entendu, une politique de plus en plus influente au sein de l'orthodoxie dans les Balkans et dans l'ensemble de l'Empire ottoman. En 1774, suite au traité signé entre la Russie et l'Empire ottoman à Küçük-Kaynarca, en Bulgarie, Catherine II institua une forme de protectorat sur les chrétiens d'Orient et tenta d'exercer une tutelle sur les orthodoxes des principautés nord-danubiennes roumaines, sans pour autant, il faut le préciser, obtenir l'accord des autorités patriarcales constantinopolitaines. Donc il faut savoir que les métropoles de Valachie, de Moldavie, ne furent évidemment pas rattachées à Moscou à cette époque-là, bien entendu, comme ce fut le cas un siècle auparavant, par contre, des éparchies et de la métropole de Kiev en Ukraine, qui fut alors là, en 1686, tout à fait rattachée à Moscou. Et il y a là aussi une histoire essentielle pour toutes les terres justement frontalières entre la Bucovine, la rive droite de l'Ukraine et la Pologne pour ce qui concerne l'histoire de l'orthodoxie stricto sensu. Et il y a là des choses extrêmement intéressantes en termes d'études sur l'évolution de l'expansion surtout du patriarcat de Moscou et de son influence. Alors, il faut dire que le traité de Küçük-Kaynarca concrétisait le projet grec, comme on l'appelle, de Catherine II, qui avait pour objectif de permettre aux Russes de devenir les protecteurs des chrétiens orthodoxes dans l'Empire ottoman, d'émanciper les orthodoxes par rapport à la Turquie et de repousser les Turcs finalement hors d'Europe, à terme de créer un empire grec avec Constantinople pour capitale, inféodé à la Russie, voire même de créer des États tampons à la frontière sud de l'Empire russe. Et donc, à partir de cette période, on peut vraiment dire que le rôle de la Russie va devenir de plus en plus essentiel en ce qui concerne l'orthodoxie grecque dans les pays roumains, mais bien entendu dans l'ensemble des Balkans. Et pour terminer ce point, la protection des orthodoxes de l'Empire ottoman par les Russes fut désormais assurée par l'ambassadeur russe à Constantinople, et l'histoire de des ambassadeurs russes à Constantinople au XIXe siècle sera effectivement essentielle, notamment dans leur rôle et le rôle d'un des leurs pour la création de l'État bulgare. Et donc on voit là toute l'importance de la diplomatie russe qui va se développer au XIXe siècle. Alors, vous le voyez, les thèmes sont nombreux et en conclusion, il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire sur toute cette période de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle, en ce qui concerne les principautés roumaines et surtout les métropoles roumaines de Moldavie et de Valachie. On pourrait dire que, effectivement, la Transylvanie est souvent présentée comme un foyer de diversité confessionnelle et culturelle tournée vers l'Occident,
Mais vous le voyez, l'histoire ecclésiastique en Moldavie et en Valachie, à cette époque, témoigne aussi de la diversité des influences qui contribua à la richesse et au rayonnement des principautés roumaines orientales, aux frontières donc de l'Empire ottoman, de l'Empire des Habsbourg et de l'Empire russe. Et vous le constaterez, la situation confessionnelle dans les principautés moldaves et valaques permet ainsi de mettre en lumière le cadre religieux, indissociable du contexte politique et géopolitique dans lequel se développèrent les Lumières roumaines, dont Dimitrie Cantemir fut l'un des fondateurs.